Arrêtons-nous sur votre maladie. Bien sûr, mon état s'appelle hypersensibilité électromagnétique, en d'autres termes, une allergie aiguë aux ondes électromagnétiques. Pourquoi, selon vous, le cinéma montre-t-il souvent des personnes avec des troubles mentaux, comme des psychopathes, sociopathes, ou atteintes de syndrome post-traumatique, de troubles bipolaires ou d'identité dissociative? Pourquoi cela attire-t-il autant réalisateurs et showrunners? Parce que contrairement aux maladies somatiques, c'est-à-dire physiques, à l'origine des troubles mentaux se trouvent des moments, des drames, des expériences, des conflits, tout ce qui rend un personnage vivant et intéressant. En comprenant la cause du trouble, on peut ainsi pénétrer au cœur même du personnage. Avec Chuck Mogill de Better Call Saul, c'est pareil. En apparence, il souffre d'une étrange allergie à l'électricité. Tu sais que je vais m'en sortir, je sais que je vais guérir. Mais plus on s'approche de sa fin, plus il devient clair que les racines de cette maladie se trouvent précisément dans la relation entre les deux frères. Je ne veux pas te blesser, mais pour être honnête, tu ne comptes pas tant que ça pour moi. Il s'avère que si tu veux comprendre le personnage, tu dois absolument t'occuper de son trouble, ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, de quoi Chuck souffre-t-il réellement? S'agit-il d'une maladie réelle ou d'une invention des auteurs? Et quel est le lien avec son frère Jimmy Mogill? Pour commencer, faut-il vraiment poser un diagnostic à un personnage fictif? N'atteignons-nous pas une limite quand on traite un personnage fictif comme une vraie personne? À mon avis, la réponse réside dans le degré de réalisme avec lequel le personnage a été créé. Si les scénaristes et auteurs se sont inspirés de recherches réelles, ont travaillé la psychologie du personnage et recherché l'authenticité, pourquoi pas? L'analyser comme une personne réelle est logique. Ce n'est pas simplement de la fantaisie, c'est un reflet artistique de la vie. C'est comme la façon dont nous percevons l'art en regardant un tableau. Nous ne pensons pas, ce ne sont que de la peinture sur une toile, ou en écoutant de la musique, nous ne disons pas que ce ne sont que des sons d'une certaine fréquence et d'un certain timbre. Et nous ne percevons pas la littérature comme un ensemble de lettres imprimées sur du papier. Parce qu'une œuvre de qualité n'est pas simplement le fruit de l'imagination, c'est une construction intellectuelle qui déclenche en nous des réflexions. Si tout cela est fait avec qualité, alors ce n'est plus simplement un personnage qui se tient devant nous, mais un modèle de comportement humain, un phénomène social ou psychologique. Même si le héros est fictif, il peut être construit avec une telle précision qu'il devient un véritable objet d'analyse. Et dans ce cas, bien sûr, tenter de lui poser un diagnostic ou d'interpréter son comportement. Ce n'est pas un non-sens, mais une façon de mieux comprendre à la fois l'histoire elle-même et les idées qui y sont intégrées, ce qui signifie qu'il est tout à fait justifié de l'analyser. Et Chuck, notre fossoyeur, cette maladie est-elle présentée de manière réaliste? Je n'insiste pas pour que vous me croyiez aveuglément. Alors voici l'une des sources qui m'a paru la plus convaincante. Un article du magazine Esquire aborde cette maladie. Chuck s'entretient avec le docteur en sciences médicales et psychiatre agréé Paul Puri, et le docteur Paul Puri estime que la maladie est représentée de manière assez réaliste et convaincante, et ce n'est qu'une des sources. Nous pouvons donc avancer sans hésitation. Sur cette chaîne, nous évoquons surtout Saul Goodman, Walter White, Gustavo Frink, leurs répliques, visages et destins. Derrière chaque histoire, nous connaissons l'univers créé par cœur. Y compris sur la table de montage dans Better Call Saul, le montage devient une véritable langue. Le rythme des scènes, les accents, les pauses, tout sert à révéler le personnage. C'est Skip McDonald qui en est responsable, l'homme qui a également monté Breaking Bad, Fargo et Foundation. Il a 10 nominations aux Emmy Awards et une victoire pour l'épisode final de Breaking Bad. À première vue, on pourrait penser que Chuck souffre d'une maladie rare, presque exotique, qu'il appelle la sensibilité électromagnétique. C'est un malaise rare. Je suis d'accord, ça sonne étrange, mais il y a 30 ans, personne ne connaissait l'allergie aux noix. Cependant, en réalité, ce phénomène n'est pas si rare que ça. Selon une étude menée en Suède en 1997 environ,
1,5% de la population a signalé des réactions négatives à l'exposition à l'électricité à Taïwan. En 2007, ce chiffre était nettement plus élevé, atteignant 13,3%, puis il a diminué à 4,6% en 2012. Si l'on extrapole ces données à d'autres pays, on peut supposer qu'il s'agit de millions de personnes dans le monde entier. Toutes ces personnes ressentent réellement, ou sont convaincues de ressentir, les effets négatifs de l'électricité. Mais voici le point clé. De nombreux tests en aveugle montrent que les patients atteints de ce diagnostic ne peuvent pas déterminer de manière fiable si une source de rayonnement électromagnétique est allumée ou non. En d'autres termes, les symptômes apparaissent non pas en réponse à l'exposition physique elle-même, mais seulement lorsque la personne sait ou soupçonne qu'elle est exposée. C'est exactement ce qui est clairement démontré lors de la première visite de Chuck à l'hôpital. Le médecin allume simplement l'électricité discrètement et il n'y a aucune réaction. Je cuisine. Sur un Primus, il y a un grand conteneur avec de la glace. Ce n'est pas parfait, mais je m'en sors. Cet épisode montre clairement que le problème ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'effet placebo, il n'a pas besoin d'être présenté, mais tout le monde ne connaît pas son opposé, l'effet nocebo. Le placebo agit ainsi, notre état s'améliore grâce à la croyance en un résultat positif, tandis que le nocebo, c'est l'inverse. Nous ressentons une détérioration ou de la douleur simplement parce que nous croyons à un effet négatif. C'est exactement ce que nous voyons chez Chuck. La sensibilité électromagnétique n'a pas été étudiée, car aucun cas documenté ne prouve qu'une personne a pu détecter la présence ou l'absence de rayonnement électromagnétique lors d'un test en aveugle. Toutes les tentatives de tels tests ont échoué. Les symptômes n'apparaissaient que si la personne savait qu'une source de rayonnement était proche. On ne peut ressentir l'effet de l'électricité que si l'on prend un fil dénudé dans la main. Dans ce cas, vous sentirez sans aucun doute son impact et de façon très concrète. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Cependant, du point de vue de la psychiatrie, cet état a été beaucoup mieux étudié. Il s'agit de ce qu'on appelle un trouble somatoforme, lorsque la personne ressent de véritables symptômes physiques sans qu'on puisse en trouver une cause organique. Dans ce cas, la souffrance est absolument réelle. La douleur, l'inconfort, tout cela s'est vécu véritablement, même si aucune cause objective n'a été trouvée. Chuck, tu m'entends, Chuck? C'est moi, tu peux parler ? De tels troubles ne sont pas rares, mais comme je l'ai déjà mentionné, dans le cas de Chuck, on ne peut pas considérer son état sans prendre en compte son frère Jimmy. La clé pour comprendre la nature de ce trouble chez Chuck se trouve dans leur relation. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la maladie de Chuck n'est pas simplement un élément du scénario, mais le reflet de son conflit intérieur dans la série. On nous donne suffisamment d'informations pour suivre la chaîne logique. Comment le trouble naît, comment il évolue, et comment il conduit finalement à une issue tragique. C'est précisément cette chaîne que nous allons essayer de reconstituer étape par étape. Bien sûr, tout cela sera plutôt de l'ordre de l'hypothèse, mais nous essaierons d'appuyer ces suppositions par des faits réels de la série. Quelle est l'origine réelle de la maladie de Chuck ? Pour commencer, il vaut la peine de comprendre quand les premiers symptômes sont apparus et ce qui aurait pu en être le déclencheur. On peut d'abord supposer que le divorce avec Rebecca a joué un rôle. C'est logique, un stress intense, la perte d'une relation, et le corps tente de libérer la tension. Mais il y a une scène qui contredit cette version, la scène au karaoké. Chuck et Jim rentrent ensemble. Doucement, Jimmy monte ainsi des tombes, frère de tombe. Et Chuck dort chez lui. Tu auras des crêpes. Bonne nuit, Chuck. À toi aussi. Admettez-le, il n'aurait probablement pas fait ça s'il était encore marié. Donc à ce moment-là, ils étaient déjà séparés avec Rebecca. Et nous ne voyons aucun signe de maladie. Je t'ai aussi apporté de l'eau, merci. Cela signifie que le divorce n'a pas été le déclencheur de la maladie, tout comme la maladie elle-même n'a pas été la cause du divorce. Il est possible que la raison soit ailleurs. Chuck est le frère aîné, Jimmy est le cadet. On pourrait supposer qu'il s'agit de jalousie.
Quand un cadet apparaît dans la famille, toute l'attention des parents lui est désormais principalement accordée, et le premier enfant se retrouve soudain à manquer d'amour. Mais il y a un détail important. Il y a environ 16 ans d'écart entre eux. Avec une telle différence d'âge, les aînés ne rivalisent généralement pas pour l'attention des parents, mais assument plutôt le rôle de mentor. À moins qu'il n'y ait des éléments supplémentaires, des facteurs additionnels, comme des traits de narcissisme. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que toutes les réflexions sur d'éventuels troubles mentaux de Chuck sont bien sûr hypothétiques. Nous ne pouvons pas établir de diagnostic complet. Il ne s'agit pas d'une personne réelle, mais d'un personnage fictif. Toutefois, à partir de son comportement, de ses répliques et de ses motivations, nous pouvons tenter d'établir un tableau psychiatrique proche de la réalité. Et Chuck, à en juger par son comportement, pourrait très bien présenter des traits de troubles narcissiques. Depuis son plus jeune âge, il aspirait à la perfection. Il a été le plus jeune diplômé du lycée François-Xavier, obtenant son diplôme avec mention à 14 ans. Il a obtenu des résultats exceptionnels en cours. Durant ses années d'études à l'université de Pennsylvanie, Charles a conduit son équipe au championnat national de droit 3 années de suite et remporté la Coupe Larkin. Et cela avant même l'arrivée de Jimmy. L'un des mécanismes de formation du narcissisme est le besoin de mériter l'amour, lorsque l'enfant sent qu'il est apprécié non pas simplement pour ce qu'il est, mais uniquement pour ses réussites. Et si l'on suppose un tel trouble, alors dans ce cas, pour Chuck, le simple fait de voir apparaître un nouveau favori dans la famille représente une menace pour son statut et son estime de soi. Je me souviens très bien du jour où on t'a ramené à la maison de la maternité. Tu n'imagines pas à quel point maman était heureuse. C'était la première fois que je voyais notre maman aussi heureuse. Comme nous le savons, Jimmy est devenu le chouchou des parents aux yeux de Chuck. Cet amour ne venait pas seulement des parents, mais aussi des autres, et Jimmy le recevait sans rien faire, sans raison. Les personnes âgées l'adorent. C'est justement à ce moment-là que Chuck, pour réussir, devait faire des efforts, apprendre, construire une carrière juridique, fonder un cabinet. Jimmy semblait tout obtenir grâce à ses blagues et son charme. Non, pas notre Jimmy, notre précieux Jimmy. Je me souviens d'une scène où Chuck raconte une blague à sa femme après la visite de Jimmy. 25 avocats, coulés, du béton jusqu'au menton, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Tania réagit bien. Il n'y avait pas assez de béton? Quoi? Oh, 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 et on voit à quel point Chuck est touché par ça, n'est-ce pas? Il éprouve de la jalousie et un ressentiment enfantin envers son frère. Vous pouvez demander d'attendre. Mais quel rapport le trouble de la personnalité narcissique a-t-il avec ce qu'on appelle la sensibilité électromagnétique ? En fait, dans les films, on nous montre souvent des personnages avec un seul problème marquant, mais dans la vie réelle, tout est bien plus compliqué. Comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Souvent, il y a un trouble dominant, et derrière lui, plusieurs autres suivent en file indienne. Ils s'entremêlent, se renforcent mutuellement, et forment ensemble ce que nous voyons de l'extérieur. Si l'on admet que Chuck a un trouble narcissique, beaucoup d'éléments de son histoire s'éclairent différemment. Pour ses personnalités, le contrôle, la supériorité et la reconnaissance sont essentiels. Je te félicite. Je te félicite encore une fois pour Isaacson. Eh bien oui, vive notre vainqueur. Merci. Govard Trigger. La première, c'est la mort de mon père. Mon père était un homme doux, confiant, et son entreprise s'effondrait progressivement. À sa mort, Chuck a, comme prévu, tout reproché à Jimmy. Il s'est avéré que Jimmy avait peu à peu détourné de l'argent, il prenait simplement dans la caisse pour lui-même. 6 mois plus tard, il est mort. Comme je l'ai déjà dit, dans la vie réelle, un trouble mental existe rarement à l'état pur. L'un se superpose à l'autre. Après la mort de son père, des signes de troubles obsessionnels compulsifs sont apparus chez Chuck. Le père ne maintenait pas l'ordre, ne tenait pas de registre, ne prêtait pas attention aux détails. Le psychisme de Chuck a lié le désordre et la crédulité de son père à la catastrophe, la ruine et la mort. Il se forme une association claire. Perte d'ordre égale danger, et un mécanisme de compensation s'enclenche. Pour ne plus jamais permettre une telle tragédie, il faut maintenir l'ordre, les procédures, les formalités jusqu'à la dernière virgule, et cela est étreint et constamment souligné tout au long de la série. Par exemple, la scène de négociation concernant le procès. Chuck s'accroche à quelques centimes à des biens endommagés.
Le total est de 321 $, mademoiselle A. D'après mes calculs, elle s'élève à 323 $ et 98 cents. Il est clair que se disputer pour une telle somme est absurde, mais pour Chuck, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de principe, tout doit être pris en compte. Un autre exemple est son interaction avec Ernesto. Chuck lui dicte littéralement des instructions et exige qu'il les note point par point dans un carnet. Tu ne veux pas tout noter? N'hésite pas, écris tout. On voit la même chose au travail et dans la vie quotidienne. Les rituels, vérification incessante et fixation sur les détails sont des mécanismes du trouble obsessionnel compulsif qui maintiennent son anxiété sous contrôle. Le coup suivant, c'est la mort de sa mère. Chuck a cherché la reconnaissance et l'amour presque toute sa vie, mais même sur son lit de mort, leur mère n'appelle pas son fils aîné, le fils parfait et à succès, mais Jimmy. Non. Maman, c'est moi, Chuck. Pour une personne présentant des traits de trouble narcissique, ce n'est pas seulement douloureux, c'est une catastrophe, une confirmation douloureuse d'un vieux traumatisme d'enfance. Le plus jeune est aimé, l'aîné reste dans l'ombre. La scène blesse Chuck à tel point qu'il n'ose même pas en parler à Jimmy, il se referme sur lui-même, garde cette rancœur à l'intérieur de lui, cela devient une brique de plus dans le mur qui le sépare de son frère. Elle s'est réveillée, a-t-elle parlé? Non. Et il est important de souligner qu'à ce stade, il n'y a toujours aucun signe de trouble somatoforme, la maladie ne s'est pas encore manifestée. Il y a du ressentiment envers son frère, son amour-propre est blessé, mais Chuck est encore relativement en bonne santé. Alors quel a finalement été le principal déclencheur après lequel la maladie de Chuck a commencé à se manifester? Chuck a survécu à la perte de ses parents, la jalousie envers son frère et son divorce, supportant tout cela. Pourtant, selon moi, le vrai déclencheur, le point de départ de sa maladie a été le moment où Jimmy a annoncé qu'il allait devenir avocat. Je me suis dit que si Kim avait réussi, peut-être que moi aussi je pourrais y arriver, alors j'ai obtenu quelques notes manquantes du lycée technique. Chuck l'a littéralement sorti d'Albuquerque autrefois et l'a placé chez HHM à un poste, disons-le franchement, bien loin de ses ambitions, distribuer le courrier. Ainsi, Chuck gardait son frère dans l'ombre et s'en trouvait bien. C'était une façon d'apaiser la jalousie, la colère et ce ressentiment dû à l'amour injuste des parents. Mais quand Jimmy a déclaré qu'il comptait devenir avocat, il a pénétré dans le sein des saints de Chuck, le droit. Et il est devenu juriste. Quelle mauvaise blague, j'aurais dû l'arrêter. Maintenant, Jimmy n'est plus seulement le petit frère, il est un concurrent potentiel. S'il devient vraiment juriste chez HHM, alors tout ce qui semblait inébranlable pour Chuck s'effondrera. Et si leur mère avait raison de donner son amour aux plus jeunes? Et si Jimmy parvenait à obtenir la même chose, voire plus? Ces pensées, même inconscientes, deviennent un poison pour Chuck. Il ne peut pas dire directement « je ne veux pas de toi ici ». Au lieu de cela, Chuck agit à travers Govar. Son esprit est littéralement déchiré. D'un côté, il craint l'effondrement de la hiérarchie. De l'autre, il lui est impossible d'empêcher son frère sans violer son propre code. Et c'est là que sa psyché effectue cette étrange pirouette intérieure. Chuck ne peut consciemment admettre l'envie ou la peur. Cela est incompatible avec l'image d'un homme d'honneur, et le conflit se manifeste par des symptômes physiques, et Chuck développe des signes de troubles somatoformes qu'il perçoit comme une allergie à l'électricité. La maladie sert d'échappatoire universel à la concurrence. Je suis malade, je ne peux pas travailler, c'est une manière de ne pas reconnaître que son frère l'a presque rattrapé. Pourquoi cette forme de maladie? Bien sûr, nous n'aurons pas de réponse précise. Mais il y a dans la série une scène importante. Dans les souvenirs, on voit les petits Chuck et Jimmy dans une tente, lisant les aventures de Mabel. Elle a ressenti de la peur. Qui est là? Juste écoute, tu sauras bientôt. À la lumière d'une lampe sans électricité, il fait chaud, calme et paisible. C'est un moment d'enfance où Chuck se sentait en sécurité, ses parents étaient un vivant et tout allait bien.
Et peut-être que le refus de l'électricité n'est pas simplement un symptôme, c'est une tentative de l'esprit de revenir dans cette zone de calme où il était encore possible de tout garder sous contrôle. Il est intéressant de noter que Chuck refuse jusqu'à la fin de reconnaître la nature psychogène de ses symptômes. Pour lui, la maladie est réelle et toute allusion au contraire est perçue comme une insulte personnelle. Le conflit entre les frères s'intensifie jusqu'à la scène culminante au tribunal, où Chuck se voit publiquement et clairement démontrer que sa maladie a une origine psychologique. Mets-le dans la poche de poitrine. Dans la poche, et dis-moi ce qu'il y a dedans. Cependant, Chuck ne baisse pas les bras. Il va chez le psychiatre, commence un journal intime et, avec sa minutie habituelle, il note chaque symptôme, chaque micro-victoire. Ici, je note le lieu de l'incident et dans cette colonne, j'indique la raison. Les rituels, la routine, le contrôle, tout cela devrait fonctionner. Et pendant un certain temps, cela le maintient vraiment à flot. Et je pourrais bientôt reprendre le travail, un vrai travail. Mais tout change radicalement après une seule et unique rencontre, bien sûr, avec Jimmy, ce qui souligne encore une fois la véritable raison de son trouble. Comme tu vois, je vais parfaitement bien. Même mieux. C'est précisément cette rencontre qui devient fatale pour Chuck. Il invite Jimmy chez lui et montre que sa maladie appartient au passé, que toutes les discussions sur sa faiblesse étaient en vaine. C'est un spectacle très bien mis en scène. J'ai toujours dit que j'irais mieux, mais tu ne me croyais pas. Pour Chuck, c'est une tentative de retrouver le sentiment de contrôle et de supériorité morale qu'il a perdu, de forcer son frère à le voir comme le vainqueur. Nous devons rester unis. Non, à quoi bon tous ces regrets? Quel est leur sens? Et puis le coup final. Je ne veux pas te blesser, mais pour être honnête, tu ne comptes pas tant que ça pour moi. À ce moment-là, Chuck essaie de montrer qu'il a gagné, il porte un coup à Jimmy auquel il ne peut pas se défendre. Mais c'est là sa faute fatale. Parce qu'en rompant ce lien, il enlève le dernier soutien, même pour lui-même. Tout ce qui le nourrissait encore, même à travers l'hostilité, disparaît. Le rôle du vainqueur a été joué, mais le rideau tombe, et derrière lui, il ne reste que le silence, une maison vide et la maladie qui n'est jamais partie. À ce moment-là, il se produit ce que la psychiatrie appelle une décompensation, la destruction des mécanismes compensatoires. C'est un état où l'organisme cesse de faire face aux troubles internes, car les ressources qui contenaient la maladie sont épuisées. Pour Chuck, cela signifie qu'une défense psychologique soigneusement construite s'effondre sous ses yeux. Après cette scène, tout dérape rapidement, les symptômes s'aggravent, l'anxiété se transforme en désespoir total et les restes de self-control se dissolvent dans le chaos, ce qui conduit à une fin tragique. Le personnage de Chuck Mogul est vraiment unique. Il est intéressant de noter qu'en réalité, il est le principal antagoniste des premières saisons, mais au début, cela n'est évident ni pour le spectateur, ni apparemment pour lui-même. Son hostilité s'est masquée par une façade de rationalité et de sollicitude. Mais c'est lui qui devient le principal obstacle sur la route de Jimmy, et en fait, il déclenche la chaîne d'événements qui mène à la naissance de Saul Goodman. Sa maladie est particulièrement intéressante ici. Au début, elle est perçue comme une tragédie personnelle liée au conflit principal, mais au fur et à mesure que l'intrigue se développe, cela devient clair. La maladie de Chuck n'est pas simplement un décor, mais un instrument à travers lequel se révèle sa lutte intérieure et sa relation avec son frère. Selon moi, les scénaristes ont accompli un travail d'orfèvre en représentant de façon crédible un trouble rare et en l'intégrant harmonieusement à la dramaturgie. La maladie ne devient pas simplement une partie du caractère, mais un élément clé du conflit, grâce à de nombreux détails cachés. En tant que spectateurs, nous pouvons reconstituer nous-mêmes ce puzzle psychologique. C'est précisément cela qui fait de Chuck l'un des personnages les plus atypiques et les plus approfondis dans l'univers des séries.